Cela s'est passé dans un petit village hongrois. La fillette disparue fut retrouvée dans la forêt, au-delà du ruisseau. 2 garçons, qui s'étaient écartés du chemin pour jeter des pierres dans l'eau, tombèrent sur son corps mutilé. Le jour où cela arriva, la première neige de l'hiver tomba. L'automne avait été gris et froid, comme une maladie incurable, et le village attendait l'hiver comme une délivrance. Enfin, la lumière blanche emplit le monde entier. 3 mois seulement s'écouleraient avant que la nature morte ne ressuscite, tendant ses mains glacées vers la chaleur du soleil printanier. Mars viendrait, mais les échos de ce terrible mois de décembre continueraient à vibrer à jamais dans les vitres des maisons comme des fantômes qui saignent. La fillette était assise au pied d'un arbre, les bas descendus, les jambes écartées comme celles d'une poupée de porcelaine. Une plaie béante, noire de sang, marquait son cou. La neige recouvrait son petit corps gelé, scintillant sur ses cils comme des larmes pétrifiées. La neige semblait croire, tout comme la nature, que cette fillette reviendrait à la vie. Autour de l'arbre, dispersés hors de son cartable, se trouvaient des cahiers et des livres scolaires de cours moyens. En contrebas, près de l'eau, brillait un sac contenant une paire de chaussures de rechange, des chaussures qui ne se démoderaient jamais. La neige continuait de tomber tout au long de la matinée. Les traces laissées par l'assassin disparurent, sous une fine couche fraîche. Mais les parents des garçons, venus sur les lieux après la macabre découverte, laissèrent tellement d'empreintes que lorsqu'arrivèrent les chiens pisteurs, ceux-ci ne purent que tourner en rond, revenant sans cesse au ruisseau avec leur maître, sans parvenir à suivre une piste. La mère de la fillette arriva aussitôt qu'elle fut avertie. À son arrivée, les experts avaient déjà travaillé sur le corps et l'un des policiers avait remonté les bas de la petite fille. « Pas besoin que la mère voie ça », murmura l'un d'eux, ces mots s'évaporant dans l'air glacé. Les parents ne devraient pas enterrer leurs enfants, mais ils le font, souffla une jeune médecin légiste aux cheveux roux en retirant ses gants en latex. Elle observait la femme courir vers le corps brisé de sa fille. « Mon Dieu, priez pour elle !» dit un homme grand, enquêteur de la police locale, en remontant le col de son manteau. « Il lui reste une autre fille, une jumelle. Ensemble, elles trouveront une manière de survivre à cette douleur. »« Et le mari ? » ?»« Mon Dieu, non. Orsolia. » Les arbres, recouverts de givre, frémirent en entendant le cri déchirant d'une mère qui venait de perdre son enfant. Et les gens détournèrent les yeux, cherchant à cacher leur regard empreint de culpabilité. « Elle a enterré son mari il y a 2 ans. La guerre l'a emportée, » murmura l'enquêteur en regardant le sol. « Maudite injustice. »« Oui, » souffla doucement la jeune femme, son esprit s'égarant vers une tasse de thé chaud. La mort ne l'effrayait plus. Ce qui lui faisait bien plus peur, c'était sa propre vie, qui s'effritait comme un vêtement bon marché. Seule la neige crissait sous les genoux de la femme en pleurs, incapable de comprendre pourquoi cette forêt était devenue soudainement si amère, et pourquoi ses larmes brûlantes lui faisaient de nouveau tant de mal. « Ne pleure pas, ma chère, ne pleure pas. Le temps passera, et elle reviendra à la vie. Je le sais, j'ai vu la mort, et j'ai moi-même connu la fin. Crois-moi. Et tu verras. La terre rendra ce qu'elle a pris, et ta fille te reviendra. » De l'autre côté du ruban rouge et blanc de la zone bouclée, une foule de curieux s'était déjà rassemblée. De l'autre côté du pont, glissant et trébuchant, accouraient des journalistes locaux avec leurs caméras. Et bien que cette tragédie terrible semblât émouvoir tout le monde, pour une raison étrange, aucun des adultes ne pensa que l'assassin pouvait encore être dans les parages, et que la fillette morte, maintenant dans les bras de sa mère, pourrait regarder avec ses yeux à demi ouverts directement vers lui, le voir, immobile parmi la foule, indifférenciable d'un humain ordinaire, tandis que la bête en lui attendait déjà la prochaine nuit pour sortir en chasse, obéissant à l'appel de la pleine lune. Personne parmi les adultes ne se rappela que les bêtes retournent toujours auprès de leur proie. Quand tout fut terminé et que la mère permit aux secouristes d'emporter le corps de sa fille, l'enquêteur et la jeune médecin légiste marchèrent jusqu'à la voiture de police qui les attendait de l'autre côté du ruisseau. « Qu'en penses-tu, Tunda, cette blessure à son cou? D'où peut-elle venir ?» demanda l'enquêteur en traversant le pont. La jeune médecin légiste fronça les sourcils en se remémorant la plaie béante et sanglante dans le cou frêle de la fillette. Puis, esquissant un sourire, elle répondit. « Tu viens ce soir ?» demanda-t-elle, changeant de sujet avec une légèreté feinte. « Bien sûr que je viendrai. Mais à propos de la blessure, dis-moi quelque chose. »« Je te dirai ça ce soir, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. En réalité, l'enquêteur et la médecin légiste entretenaient une relation secrète. Parfois, il allait chez elle. D'autres fois, il passait la voir pendant son service, et ils s'enfermèrent dans son bureau. Il était marié, et elle le savait, mais préférait garder le silence.
Tous deux s'étaient enfermés dans un réseau complexe de mensonges, tissé au fil des mois à coups de rencontres furtives. Et aucun des deux ne semblait se soucier du sort de la fillette retrouvée morte dans la forêt, la gorge lacérée. Lorsque la nuit tomba sur le village et que les larmes de la mère séchèrent sur son oreiller, laissant des traces sombres, Estéra, la sœur jumelle de la défunte, ouvrit les yeux. Elle regarda le plafond étoilé de sa chambre. C'était une idée de sa sœur de décorer le plafond ainsi, pour que, les nuits d'insomnie, elle puisse s'allonger et contempler les étoiles. Mais maintenant, le lit en face du sien était froid et vide, et Estéra ne savait plus vers quelle constellation tourner ses yeux pour ressentir la présence de sa sœur bien-aimée. Le lien entre jumelles est toujours plus fort que celui des frères et sœurs ordinaires. Elles ressentaient toujours la présence l'une de l'autre. Orsolia avait disparu depuis une semaine. Pendant un temps, Estéra sentait encore son cœur battre, mais soudain, ce lien s'était rompu. Et bien qu'Estéra refusât de croire au pire, elle savait que quelque chose de terrible s'était produit. Ainsi, ce matin-là, quand les deux garçons trouvèrent sa sœur morte près du ruisseau, Estéra ne dit pas un mot. Elle se leva simplement de sa chaise et sortit dans la première neige, courbée sous les regards de centaines d'yeux qui l'observaient depuis les fenêtres grises de l'école. Elle se rendit au parc et pleura longuement sous le vieux chêne que sa sœur appelait l'arbre magique. Toutes deux adoraient les contes de fées et les légendes anciennes, et elle croyait qu'un jour, elle trouverait, sous les racines du chêne, une entrée vers un monde enchanté, ou, à défaut, un coffre rempli de trésors. Mais le destin en décida autrement, et soudain, le magnifique chêne devint un monstre grotesque, tendant ses bras malades vers la lumière mourante du soleil. À cet instant précis, Estéra sentit que les contes de fées avaient disparu à jamais de sa vie. Avec rage, elle commença à creuser la terre humide avec ses mains, comme pour prouver au monde qu'elle avait grandi, qu'elle était devenue adulte. Mais soudain, ses ongles heurtèrent un objet métallique. Elle s'arrêta, observant la surface brillante d'un petit coffre. Estéra l'arracha de la terre et, incrédule, souleva son couvercle. À l'intérieur, il n'y avait ni argent ni carte menant à une terre du milieu. Seulement un livre neuf, attaché par un ruban rouge, extrait d'une vieille collection de légendes. « La fillette qui vainquit le loup », murmura Estéra en lisant le titre tout en cherchant sa lampe de poche. Souvent, elle lisait sous les draps jusqu'à tard dans la nuit, avant de rêver jusqu'à l'aube à des histoires de fées. Et cette nuit ne ferait pas exception. Le livre l'attendait sous son oreiller, prêt à révéler ses secrets une fois que les lumières de la maison seraient éteintes, que les sanglots de sa mère se seraient apaisés et qu'un profond silence régnerait enfin. Ce livre était un cadeau venu d'ailleurs, un avertissement. Estéra avait entendu parler de l'effroyable manière dont sa sœur avait été tuée. Et maintenant, tandis qu'elle lisait la légende du loup-garou et examinait les illustrations sanglantes, elle se convainquait peu à peu que cette histoire, telle une malédiction, s'était répétée dans leur village. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, un loup-garou, assoiffé de sang, rôdait, désormais parmi eux. Et la bête pensait qu'il n'y avait rien de plus doux que la chair d'un enfant. Mais ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était la fillette dont elle avait déjà goûté la chair, mais qui avait échappé à ses griffes et avait survécu. Elle la désirait plus que tout. La chasse, pour elle, commença. Dans les villages reculés, loin de la capitale, une enquête pour meurtre peut s'éterniser des mois. Sans les technologies modernes permettant d'identifier un criminel à partir d'une simple goutte de salive, les dossiers s'empilent, recouverts de poussière, tandis que l'enquête prend l'odeur du café bon marché. La mort est vite oubliée lorsqu'elle passe, devant les portes, la tête baissée sous une capuche, et le temps guérit les blessures les plus sanglantes, atténuant la douleur. Dans ce village, cela aurait dû être pareil, car cela s'était déjà produit auparavant. Mais le lendemain de l'enterrement de la première fillette, la police reçut un autre appel de parents terrifiés, suppliant qu'on retrouve leur fille de 13 ans, qui n'était pas rentrée de l'école. Et le cauchemar recommença. À ce moment-là, la seule chose que l'on savait sur le premier meurtre était que la blessure au cou de la fillette avait été infligée par une créature étrange, semblable à un homme, mais dotée de mâchoires d'une puissance extraordinaire. Dans le rapport, tenu secret, le médecin légiste comparait la force de la bête à celle d'un gorille et concluait que la plaie au cou semblait plus arrachée que mordue. Mais dans ce même rapport, il était également indiqué que le sperme trouvé dans l'utérus lacéré de la victime appartenait indéniablement à un être humain. Dès lors, la police mit de côté les théories mystiques et se concentra sur les habitants ayant déjà été arrêtés pour abus sur mineurs, ainsi que sur ceux répertoriés dans les établissements psychiatriques. Et bien que le village ne compte que 200 000 habitants, les vérifications prirent énormément de temps. Entre-temps, un autre enfant disparut. Une autre fille. La bête était rusée. Prenant l'apparence d'un homme, elle se mêla aux volontaires qui cherchaient les enfants disparus dans la forêt. Elle s'approchait des parents épuisés, désespérés de retrouver leur fille.
et leur disait que tout irait bien, que les enfants seraient retrouvés vivants, alors qu'elle savait parfaitement que leurs corps reposaient déjà dans des fosses à la lisière de la forêt. La bête les avait tués presque immédiatement, la faim avait surpassé sa volonté. Plus tard, tourmentée par sa propre nature, elle s'agenouilla et hurla vers la lune. Ce n'est qu'à l'aube qu'elle reprit sa hache, se préparant à revenir plus tard pour récupérer sa proie cachée. Cependant, lorsque les chiens flairèrent sa piste, elle comprit que ses cachettes pourraient être découvertes. Discrètement, elle laissa des morceaux de nourriture spécialement préparés pour ce genre de situation, empoisonnés, mais sans effet immédiat. Plus tard, dissimulée dans l'ombre, elle observa les animaux s'affaiblir. Ce jour-là, les recherches continuèrent, mais sans les chiens, les gens étaient désorientés, vulnérables. Cette nuit-là, la bête retourna dans la forêt pour retrouver sa proie. Mais en tentant de se nourrir, elle réalisa que la chair rigide et froide ne lui procurait plus la satisfaction espérée. Le corps inerte et glacé ne lui apportait aucun réconfort. Elle comprit que le sang mort ne pouvait apaiser sa soif, comme le faisait celui qui pulsait encore, chaud et vibrant de vie. Affamée et déçue, elle rentra chez elle. On retrouva les enfants disparus. Leurs corps furent transportés à la morgue dans des sacs noirs. Le lendemain matin, l'enquêteur frappa de nouveau à la porte d'Esther, tentant de parler d'Orsolia. La dernière fois qu'il était venu, la mère d'Esther l'avait chassé, le rendant responsable de la mort de sa fille. « Ne lui crie pas dessus, maman, » dit Esther en montant dans sa chambre. « Sinon, tout le monde pensera que nous sommes folles. » Elle fit semblant de s'enfermer dans sa chambre. En réalité, elle se tenait sur les escaliers, écoutant une conversation qui semblait destinée à dégénérer en dispute dès le départ. L'enquêteur, maladroit, demandait à la mère d'Esther si elle avait des prétendants, et celle-ci, irritée, répondait qu'elle n'avait pas le temps pour cela, qu'elle travaillait comme une forcenée pour que ses filles ne manquent de rien. Peut-être savait-elle qu'Esther écoutait, et c'est pourquoi elle taisait la vérité. Mais la fillette connaissait déjà l'homme avec qui sa mère sortait. Cet homme était marié, et peut-être sa mère l'aimait-elle, car elle ne voulait pas l'impliquer dans ces événements. Esther savait qu'il travaillait à la forge, qu'il était un peu plus âgé que sa mère, et qu'il avait une famille. Cela ne pouvait pas être un loup-garou, car, si c'était le cas, il serait déjà venu pour elle, comme le disait la vieille légende. L'enquêteur semblait hésitant, ne sachant clairement pas comment avancer, et Esther secouait simplement la tête, consternée par l'impuissance des adultes. Mais elle n'avait que 12 ans, et comprenait parfaitement que personne ne croirait sa version sur le loup-garou. Alors, elle décida qu'elle devait agir seule. Le livre disait que la bête revenait toujours chercher sa proie. Ainsi, la fillette prit son courage à deux mains et assista aux funérailles des enfants assassinés par le monstre. Esther en était certaine. Le loup-garou serait là, caché sous une apparence humaine. Et lorsqu'il la verrait, si semblable à l'une des filles qu'il avait tuées, il ne pourrait pas résister. L'enquêteur tenta également de parler à Esther, mais sa mère, épuisée et furieuse, lui ordonna de partir. Esther dut descendre seule pour poser la seule question qui la hantait. L'homme était déjà près de la porte, sur le point de partir. « Dites-moi, est-ce que vous croyez au loup-garou ? Monte dans ta chambre tout de suite !» cria sa mère sans même se retourner. Elle ouvrit la porte, attendant que le policier s'en aille. « Pourquoi tu me demandes ça ? Partez, je vous en prie. Parce que si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez jamais l'attraper. Esther, je t'ai dit de monter dans ta chambre. Maman, laisse-le répondre. Non, je n'y crois pas. Parce que vous êtes un adulte ? Ça suffit !» La femme poussa l'homme, déconcerté, hors de la maison et referma la porte violemment, les yeux brûlants de colère. « Les loups-garous n'existent pas, souviens-toi de ça. Ta sœur n'est plus là. Mon Dieu, s'il te plaît, grandis un peu. Tu n'es même pas allé à son enterrement, alors montre au moins un peu de respect. Mais ils existent, maman, ils existent. » La femme éclata de nouveau en sanglots et la fillette resta face à elle, respirant de colère. « Ils existent, » murmura-t-elle avant de monter dans sa chambre. La neige continuait de tomber. Elle regardait à travers les fenêtres des maisons, comme si elle tentait de scruter leur vie passée, mais les habitants détournèrent les yeux, refusant de se souvenir du passé. La neige renfermait un secret. Bien des années auparavant, lors d'une tempête féroce, un petit garçon s'était perdu dans la forêt et avait croisé une meute de loups. Alors que les bêtes affamées s'apprêtaient à lui sauter dessus, des coups de feu retentirent dans les airs. L'enfant fut sauvé par un garde forestier, un homme au regard froid et implacable. Mais, en emmenant l'enfant dans sa cabane, il montra que parfois, le salut pouvait être pire que la mort elle-même. L'homme garda l'enfant enfermé plusieurs jours, tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur. Puis, il le laissa partir, et le garçon retourna seul en ville. Pourtant, ce n'était pas vraiment le garçon qui était revenu, mais un louveteau qui, avec les années, se transforma en une bête féroce capable de prendre forme humaine. Personne ne savait ce qui s'était passé dans cette forêt, et avec le temps, l'histoire de l'enfant devint une légende qui, malgré tout, restait vivante.
Dans le cimetière, il faisait froid et humide. Il était situé sur une colline, près de la cathédrale, dont les croix de pierre, semblables aux viseurs d'un fusil, surveillaient éternellement les environs. Le vent hurlait en heurtant les pierres et les arbres, et on aurait dit que les morts, sous la terre, tentèrent de se faire entendre, suppliant qu'on les laisse enfin partir. Les funérailles des enfants attirèrent beaucoup de monde, familles, camarades de classe, voisins, ainsi que des inconnus bouleversés par la tragédie. Parmi la foule se trouvait Esther, vêtue comme sa sœur l'était le jour de sa mort. Il y avait aussi le loup-garou, dissimulé parmi les endeuillés venus se délecter de leur souffrance. Il tenait la main de sa fille, ses griffes s'enfonçant fermement dans sa petite paume. Quand le prêtre acheva sa prière et que les cercueils commencèrent à descendre lentement dans les tombes, Esther s'avança et jeta une poignée de terre dans l'une des fosses. Son regard parcourut la foule, mais elle ne vit pas le loup-garou. Pourtant, elle savait qu'il était là et qu'il l'avait vu. Désormais, il ne trouverait pas la paix avant de comprendre pourquoi l'enfant qu'il croyait avoir tué était revenu à la vie. Et lorsqu'il comprendrait, il voudrait à nouveau le tuer. C'était le défi qu'une fragile fillette de 12 ans lançait à une entité maléfique ancestrale, comme des siècles auparavant, lorsque la bête terrorisait un village oublié. Ce que les adultes refusèrent d'accepter brûlait avec une intensité vive dans le cœur courageux de l'enfant. Et la bête le sentit. Elle ressentit cette chaleur et un désir de chasser s'éveilla en elle. Esther quitta le cimetière en silence, alors que tout s'était absorbé par les tombes que l'on recouvrait de terre. Elle marchait vite, mais avec assurance, évitant le regard sinistre de la bête. Elle savait qu'il ne la poursuivait pas encore. Il attendait, se préparant pour un moment plus opportun. Elle sentait sa présence, comme une ombre suivant chacun de ses pas. Esther longea l'avenue principale de la ville, passant devant des voitures instationnées, observant du coin de l'œil leur rétroviseur, comme si elle essayait d'apercevoir quelque chose qui trahirait une surveillance. De temps en temps, elle s'arrêtait devant les vitrines éclatantes des boutiques, feignant de les regarder. Mais en réalité, elle cherchait à s'assurer que le loup-garou ne la suivait pas. Aucun passant ne prêtait attention à la fillette, et bientôt, elle comprit que la bête avait décidé d'attendre un moment plus favorable. Elle accéléra le pas, évitant ruelles et allées sombres, et atteignit bientôt une petite maison de 2 étages à l'autre bout de la ville, près de la forêt où l'on avait retrouvé les enfants assassinés. Le vent soufflait fort, et la neige tombait en larges flocons recouvrant le chemin, mais la fillette n'y prêta aucune attention. Elle releva sa capuche, traversa en courant une rue solitaire couverte de neige sale et s'arrêta devant une vieille maison ornée d'une enseigne lumineuse au-dessus de la porte. La meilleure forge du monde. Esther entr'ouvrit la porte, et une petite cloche décorative tinta doucement au-dessus de sa tête. Elle fit un petit « chut » à la cloche, portant un doigt à ses lèvres, comme pour la calmer, et se faufila à l'intérieur. À l'intérieur de la forge, il faisait chaud et sombre. L'air était chargé de l'odeur intense du métal chauffé, rendant la respiration difficile. Au fond de l'atelier, on entendait les coups puissants d'un marteau sur une enclume, remplissant l'espace d'une vibration qui semblait traverser les os. Instinctivement, Esther porta les mains à sa poitrine, tentant d'apaiser son cœur qui battait à tout rompre. Elle se sentait mal à l'aise dans cet environnement, mais elle n'avait pas le choix. « Quelle surprise !» dit une voix grave derrière elle, et la fillette sursauta. « C'est la première fois que je vois une créature aussi magnifique ici. » Elle se retourna, essayant de paraître calme, et retira sa capuche. L'homme immense qui se tenait devant elle, aussi grand qu'une montagne, applaudit dans ses mains. Son visage, non rasé et couvert de suie, semblait presque suspendu au plafond tant il était grand. Quand Esther l'avait vu auparavant, de loin, en compagnie de sa mère, il lui avait paru bien plus petit. « Tu t'es perdue, petite » rit-il. « Non, je suis venu ici expressément pour vous. Mais nous ne forgeons pas de poupées, ma chère. Je n'ai pas besoin de poupées. J'ai 12 ans. »« 12 ans » s'esclaffa l'homme, se penchant vers Esther. « Alors, dis-moi, que puis-je faire pour toi ?»« Vous pouvez le faire. J'ai besoin que vous fabriquiez ça, » dit-elle en sortant une feuille de papier pliée de sa poche qu'elle tendit au forgeron. « Mais je n'ai pas d'argent. » L'homme prit la feuille, la déplia et la fit tourner entre ses énormes mains. « C'est toi qui as dessiné ça ? C'est ton idée. Je suis doué pour ces 2 choses. Alors, vous m'aiderez ? » « Écoute, gamine, » répondit-il avec un soupir. « Retourne chez toi et continue de dessiner parce que tu as du talent. Cette chose, j'imagine que c'est pour toi. Tu n'en as pas besoin. Je ne vais pas la faire. Personne ne le fera. Tu n'as sûrement aucune idée de ce que dit le code pénal. »« Si, je le sais, » l'interrompit Esther. « Et d'ailleurs, ceci n'est pas une commande. Je vous ai dit que je n'ai pas d'argent. Ce sera un cadeau. »« T'as du cran, » reprit-il en riant. « Et pourquoi je devrais te faire un tel cadeau, moi ? Parce que sinon, votre femme apprendra que vous avez été infidèle avec ma mère. » Dans le silence qui suivit,
Le sourire de l'homme disparut, et un doigt énorme se pointa directement sur la poitrine de la fillette. « Fais attention, gamine. Ne joue pas avec moi, ou je te jetterai dehors. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Ils ont tué ma sœur. Et avec ça, tu comptes te défendre? Si tu sais quelque chose, va voir la police. C'est mon conseil. Ne joue pas à ça. C'est dangereux. Tiens, reprends ta feuille et fiche le camp. » Il lui tendit le papier, mais elle éclata en sanglots, baissant la tête. « Bon sang !» s'exclama l'homme en soupirant. « D'accord. Mais tu fermes ta bouche et tu ne reviens plus jamais ici pour me demander quoi que ce soit, et encore moins pour me faire chanter. Attends, dans mon bureau. Et une dernière chose. » Il planta ses yeux dans ceux de la fillette, maintenant remplis de larmes. « Promets-moi que tu iras voir la police. »« Je le promets, merci. J'espère ne pas finir en enfer pour ça. » Il n'était pas plus de 6 heures du soir, mais dans cette région, en hiver, la nuit tombait tôt, et Esther dut rentrer chez elle dans l'obscurité complète. La neige douce craquait sous ses pieds, s'accrochant aux semelles de ses bottes, et la fatigue de la journée alourdissait ses paupières, comme si elles étaient en fait de plomb. Pendant les derniers 2 mètres, jusqu'à sa maison, elle n'arrêta pas de bâiller, sachant que cette nuit, elle dormirait peu, car le loup-garou sortirait de nouveau chasser. Et cette fois, sa proie, ce serait elle. Mais elle n'aurait jamais imaginé que la bête avait déjà trouvé sa trace et attendait avec impatience la nuit pour attaquer la fillette revenue d'entre les morts. Sur le perron, Esther sentit une odeur désagréable de chien. La puanteur se dissimulait sous le parfum d'une bonne eau de toilette, mais elle perçait suffisamment pour lui donner la nausée. « Comment a-t-il pu me trouver si vite ?» pensa-t-elle en appuyant sur la sonnette de la porte. Ce fut sa mère qui ouvrit, et au regard sévère qu'elle avait sur son visage, Esther comprit que quelque chose s'était passé. « Maman, quoi? Où étais-tu? Je suis restée plus longtemps à l'école. »« Ne me mens pas !» cria la femme en saisissant sa fille par le bras et en la tirant à l'intérieur de la maison. « Ne mens pas à ta mère, sale gamine. Tu n'es pas allée à l'école de toute la journée. Bon sang! Pourquoi es-tu habillée comme ça? Tu veux me rendre folle ?» Les yeux de la femme se remplirent de larmes à nouveau. « Maman, s'il te plaît, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me traites de cette façon? Tu as appelé l'école? Ton professeur est venu à la maison et il a dit qu'il était très inquiet parce que tu manques souvent les cours. Alors, dis-moi tout de suite, où étais-tu? » Je ne savais plus quoi penser. « Mon professeur. » Esther frissonna, comprenant que celui qui était venu chez elle n'était pas son enseignant, mais le loup-garou. « Comment était-il, maman? » Comme n'importe quel professeur. Maintenant, file, va te laver, dîne et monte dans ta chambre pour faire tes devoirs. Et si j'apprends encore une fois que tu as séché les cours ou que tu traînes dans la ville, tu verras ce qui t'attend. Et écoute bien, je veux te voir à la maison avant qu'il ne fasse nuit. C'est clair? Tu m'as entendu? Oui, maman, c'est clair. Plus tard, après le dîner, pendant que sa mère débarrassait la table, Esther se glissa discrètement dans le couloir jusqu'au téléphone. La carte de visite de l'enquêteur avait fini à la poubelle, mais elle l'avait récupérée la veille. Et maintenant, après que le loup-garou avait été si proche d'elle que ses jambes en tremblaient encore, elle décida de composer le numéro inscrit sur la carte. Lorsque quelqu'un décrocha à l'autre bout de la ligne, Esther couvrit sa bouche avec sa main, espérant que sa mère ne l'entendrait pas. « Bonjour, c'est Esther. »« Esther ?» La voix de l'enquêteur semblait surprise. « Pourquoi tu chuchotes ? » ?»« Peu importe. Le meurtrier vient juste de passer chez nous, vous m'entendez ? »« Quoi ? Mais... » »« Il s'est fait passer pour mon professeur, mais je sais qui il est vraiment. Je n'étais pas à la maison quand il est si venu, c'est ma mère qui lui a parlé. J'ai très peur, est-ce que vous pouvez venir ce soir pour surveiller notre maison? Faire le guet, comme dans les films? Attends, tu es sûr que c'était le meurtrier? » Esther entendit dans la cuisine le bruit du robinet que sa mère fermait, le réfrigérateur qu'elle ouvrait, puis le vin rouge qui coulait dans un verre, dont elle abusait de plus en plus ces derniers temps. « Je dois raccrocher, s'il vous plaît. Venez. » Elle raccrocha précautionneusement et monta dans sa chambre. Les policiers ne croient pas aux contes de fées et ne rêvent que de cauchemars. Peut-être l'enquêteur n'aurait-il pas dû se rendre seul chez les Nesterenko. Peut-être aurait-il dû demander à un collègue de prendre sa place et rentrer chez lui, où sa femme l'attendait. Mais les choses se passèrent comme elles devaient en se passer. Et en cette nuit tranquille, la voiture du capitaine de police avançait lentement dans la rue déserte, s'arrêtant non loin de la maison à 2 étages. À l'intérieur du véhicule, la seule lumière provenait de l'écran de son téléphone portable, où il tentait d'apaiser son épouse, qui lui reprochait une fois de plus ses retards incessants au travail. Elle ne croyait plus un mot de ce qu'il disait, et elle avait parfaitement raison, car ces derniers mois, il ne lui avait fait que des mensonges. C'est en grande partie à cause de cette dispute que l'enquêteur décida de rester dans la voiture, plutôt que de rentrer chez lui, où l'attendait un lit froid. Et c'est ce moment-là qui scella le destin de tous ceux impliqués dans les événements terribles de cette nuit.
La bête était trop enivrée par l'odeur de sa proie. Elle en oublia la prudence, et lorsque la lune éclaira les cours désertes de la ville, elle partit en chasse de la petite fille qui lui avait lancé un défi. Ses pas étaient allégés sur la neige qui craquait sous son poids, et ses yeux jaunes scrutaient l'obscurité. De ses crocs dégoulinait une salive affamée, et son corps pâle était parcouru d'une démangeaison incontrôlable, provoquée par le pelage gris et rêche qui tentait de percer sa peau fine. Dans sa chambre, la petite Esther se tenait debout près de la fenêtre, vêtue d'un pull doux à col roulé. Elle tremblait de peur, incapable de se réchauffer, tandis qu'elle observait les ombres qui envahissèrent la rue. Partout, Esther croyait voir les yeux maléfiques du loup, et elle frissonnait chaque fois que le vieux plancher de la maison grinçait. Dans ses mains, elle tenait la feuille contenant le dessin du modèle que le forgeron avait forgé pour elle, un objet censé la protéger contre le loup-garou. La pièce, lourde et laide, ressemblait à peine au magnifique design dessiné. Mais Esther la garda avec elle toute la nuit. C'était la nuit du croisement, la nuit où toutes les étoiles dans le ciel s'alignèrent, exactement comme elle l'avait fait il y a des centaines d'années, lorsque le loup-garou poursuivait une jeune fille effrayée à travers la forêt enneigée. Cette même nuit où les cœurs des hommes s'étaient durcis comme la pierre et où l'aube semblait infiniment lointaine. Une époque sombre, imbibée de sang et de larmes, quand il n'y avait plus d'autre dieu dans le monde que la lune affamée. L'enquêteur fouillait dans la boîte à gants, essayant de se rappeler s'il lui restait encore quelques cigarettes, lorsqu'il vit un homme traverser la rue en courant. « Qui es-tu, toi » murmura-t-il, tout en ajustant l'étui de son arme sur sa poitrine avant de sortir de la voiture. La silhouette sombre, avec son manteau ouvert, s'arrêta en entendant la portière claquer. « Monsieur, attendez une seconde, je suis de la police, j'ai besoin de vous poser quelques questions. » L'enquêteur s'avança vers l'inconnu sortant son badge tout en marchant. « Que se passe-t-il ? Vous cherchez quelqu'un » demanda l'homme en refermant son manteau. « Oui, je cherche. Un loup-garou. » L'enquêteur s'approcha encore un peu, essayant de distinguer les traits de l'homme. Bien qu'il se trouvât sous un lampadaire, son visage restait flou. C'était comme si, au lieu d'un visage, l'homme portait un masque en caoutchouc. La seule chose que l'enquêteur parvint à retenir fut ses yeux, d'une couleur étrange, qui le fixaient avec une surprise sincère face à cette apparition inattendue. « Que faites-vous ici à une heure pareille ?»« Je rentre chez moi. J'ai été retardé. »« Vous avez une pièce d'identité sur vous ?»« Oh, j'ai bien peur que non. »« Alors, il va falloir m'accompagner jusqu'à la voiture. Elle est juste à côté. Nous vérifierons votre identité et ensuite je vous raccompagnerai chez vous. Allons-y. Désolé, c'est mon travail. »« Je comprends. » Une fois dans la voiture, l'enquêteur alluma la lumière intérieure, tentant de mieux voir l'inconnu. Maintenant, avec la chaleur et la lumière du véhicule, le visage de l'homme semblait normal, et même, d'une certaine manière, familier. « Je vous connais ?» demanda l'officier tout en sortant son téléphone de sa poche. « Je vais appeler la station, et nous allons éclaircir tout ça. En attendant, dites-moi votre nom de famille, et... Regardez, ce n'est pas lui que vous cherchez !» l'interrompit soudain l'homme, pointant du doigt une ruelle sombre plus loin. « Quoi ?» L'enquêteur leva les yeux et sentit presque aussitôt un froid perçant dans sa poitrine. Une fois, puis deux, puis trois. Il se redressa, essayant de respirer, mais ses poumons se remplirent de sang et tout ce qu'il parvint à faire fut de frapper faiblement la vitre latérale de la main. Il vit le sourire de l'homme qu'il allait vérifier dans la base de données policière et l'éclat du couteau ensanglanté dans sa main. Il voulut lui dire quelque chose, mais se rendit compte qu'au lieu de mots, c'était du sang qui sortait de sa bouche, et avec des doigts tremblants, il tenta de sortir son arme de son étui. Mais la crosse glissait dans sa main et l'arme semblait devenue lourde. « Tu me connais, » murmura l'homme à l'officier mourant. « Vous me connaissez tous. Je suis la malédiction que vos parents ont attirée, et pour laquelle vos enfants paieront. » Ce furent les dernières paroles qu'entendit l'enquêteur. La lumière dans la voiture s'éteignit, et le battement de son cœur, qui semblait éternel, s'arrêta soudainement. Mais c'était la nuit du passage, et dans cette sombre ruelle, en vérité, il y avait quelqu'un d'autre. Esther s'assit sur le lit de sa sœur, fixant en silence les petites étoiles phosphorescentes au plafond. Depuis un moment déjà, elle voulait pleurer de nouveau, comme ce jour-là au parc. Mais ses yeux étaient restés secs tout au long de ses journées. Cette semaine-là, elle avait repensé à toutes ses disputes avec Orsolia, et la fillette craignait qu'au ciel, les échos de leur querelle n'empêchent à sa sœur de trouver le bonheur. Elle ne savait pas comment arranger cela, car elle n'avait que 12 ans, et tous les adultes autour d'elle, y compris sa propre mère, semblaient, soudain, s'être transformés en médiums, invoquant les morts et leur accordant toute leur attention et leur amour. Un bruit sec, venant du rez-de-chaussée, la tira de ses pensées amères, comme si quelqu'un secouait la poignée de la porte d'entrée.
La fillette se leva du lit et passa timidement la tête par l'encadrement de la porte de sa chambre, écoutant le silence pesant de la maison endormie. Le bruit s'arrêta, mais au bout d'un moment, il recommença, et bientôt, Esther entendit le grincement des gonds de la porte. Une vague de peur monta dans son cou, provoquant des frissons qu'elle tenta d'apaiser avec sa main tremblante. Mais un froid glacial glissa déjà le long de son dos, jusqu'à sa taille, et plus bas encore, paralysant ses muscles. Elle savait que c'était la bête. Une odeur âcre de chien mouillé se répandit dans la maison, et Esther se força à bouger, pour ne pas rester prisonnière de sa propre chambre. Serrant ses poings moites de sueur, elle s'avança sur la pointe des pieds, jusqu'à la rambarde de l'escalier, et jeta un coup d'œil vers le rez-de-chaussée. Une mince bande de lumière extérieure se faufilait par la porte entr'ouverte. Cela signifiait que le loup-garou était proche. Il se cachait dans les ombres accumulées dans les coins. « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir !» La fillette descendit les escaliers grinçants, se plaquant contre les murs, et atteignit le téléphone. En décrochant le combiné, elle entendit une tonalité, et ses doigts, fins, commencèrent à composer le numéro de l'enquêteur qu'elle connaissait par cœur. « S'il te plaît, s'il te plaît !» Les tonalités s'égrenèrent dans les câbles, remplissant l'habitacle sombre de la voiture d'une mélodie presque joyeuse. Mais Esther attendait encore, jusqu'à ce que la ligne se coupe et qu'une voix féminine annonce que l'abonné était indisponible ou hors de portée. Désespérée, elle commença à composer le numéro du poste de police. Mais elle se rendit compte que le téléphone ne répondait plus aux touches qu'elle pressait, et tout ce qu'elle entendait désormais, c'était un silence assourdissant dans la ligne. « Non, s'il te plaît !» murmura-t-elle. L'obscurité dans un coin de la pièce sembla bouger, et la fillette aperçut une lueur jaune dans les ténèbres, 2 yeux. Puis la bête bondit sur elle, la renversant violemment au sol. Esther sentit les griffes lacérer son pull, déchirant le tissu et sa peau en même temps. Le loup-garou lui immobilisa les mains tremblantes et ouvrit sa gueule fétide, approchant ses crocs acérés de son cou. « Non !» cria la fillette. La bête enfonça ses crocs dans sa gorge, mais ses dents rencontrèrent dans le col de laine du pull. Un bruit de dents brisées retentit et le sang jaillit des gencives déchirées, éclaboussant le visage d'Esther. Le loup-garou hurla de douleur, reculant maladroitement, tandis qu'Esther se relevait et courait hors de la maison, entendant le tintement métallique du collier en fer autour de son cou. La bête blessée se lança à sa poursuite, ses griffes déployées, et émergea dans la nuit enneigée. Il la rattrapa près de la voiture de l'enquêteur, l'attrapant par les cheveux et la frappant contre la vitre latérale. « Cette fois, tu ne reviendras pas à la vie !» grogna le loup-garou en la jetant au sol. À travers ses paupières collantes de sang, Esther vit une immense griffe se lever au-dessus d'elle. Mais avant qu'elle ne s'abatte, la bête fut projetée au sol par un cri furieux. « Espèce de monstre maudit !» hurla le forgeron. Le loup-garou rugit et s'enfuit dans la rue enneigée, tandis que le visage barbu du forgeron apparaissait au-dessus d'Esther. « Ça va, petite ?»« Oui, je... » Mais les larmes l'empêchèrent de continuer. Esther éclata en sanglots, et l'homme la souleva dans ses bras. « C'est fini, petite, tout est fini. Seigneur, ce collier t'a vraiment sauvée. Tu es une enfant incroyablement courageuse. » À la porte de la maison apparut sa mère, en robe de chambre, enfin réveillée de son sommeil alcoolisé. Elle descendit les escaliers en courant, effrayée et pâle, ne comprenant rien à ce qui se passait. « Chandor, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tout cela signifie? Appelle une ambulance, vite, tu m'entends? Il l'a blessée. »« Mon Dieu! Esther, je ne comprends pas, c'est du sang. Va appeler l'hôpital, cria le forgeron, je te l'avais dit. » La femme, plus blanche qu'un fantôme, disparut dans l'embrasure de la porte. « Il a coupé le téléphone, » murmura Esther. « Ta mère peut être insupportable parfois, mais elle saura utiliser son portable. Tu crois vraiment que je suis courageuse ? » « Oh » sourit le forgeron, « je n'ai jamais rencontré une enfant plus courageuse.